Tout le monde vous dit d'acheter des valeurs de qualité. C'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est une valeur de qualité? Une valeur de qualité, c'est finalement, si on y réfléchit bien, une valeur qui est capable de défendre son monopole, capable d'être sur un marché, de continuer de gagner des parts de marché, si vous voulez, d'écraser la concurrence, voire de les racheter avant qu'ils ne prennent le pas. Donc d'être dans une capacité de monopole, dans une capacité d'être dans du winner takes all. Finalement, c'est ce que font les États-Unis ces 15 dernières années. L'erreur serait de penser que ça dure éternellement. L'erreur serait de penser qu'il n'y a pas de retour à la moyenne. L'erreur serait de penser que ce qui fait une valeur de qualité aujourd'hui, par sa définition, c'est-à-dire des hauts revenus et des revenus qui sont stables, avec une visibilité, c'est ce qui continuera de faire une valeur de qualité dans 10 ans, dans 20 ans, mais ça ne sera pas forcément les mêmes valeurs qui répondront à cette qualité-là. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais quand j'ai débuté en bourse, les valeurs de qualité à l'époque n'étaient pas des valeurs qui étaient tech, software, voire même américaines. Il y avait beaucoup de valeurs européennes et une meilleure force des valeurs européennes, mais on retrouvait surtout donc des valeurs qui étaient dans la sidérurgie, dans l'industriel, dans les matériaux. C'était l'émergence de la Chine, et on était essentiellement sur du cycle. Et ce qui donnait de la visibilité à l'époque, qu'on le croit ou pas aujourd'hui, c'était justement des hauts fourneaux. Donc, ce qu'il faut comprendre, si vous voulez, c'est que la roue tourne et que le cycle, c'est un cycle. Même si vous avez des cycles qui peuvent vous paraître extrêmement longs sur 15 ou 20 ans, tellement longs qu'ils font penser que finalement une valeur de qualité, c'est forcément une valeur tech, je pense qu'on oublie et qu'il faut revenir à la quintessence justement de la vraie définition. Ce n'est pas lié à un secteur d'activité ou un type de valeur, c'est lié au fait que voilà, c'est une valeur qui est dans la capacité d'avoir un monopole et donc d'avoir une visibilité sur ses revenus et sa rentabilité. C'est tout. Et de temps en temps, ça sera une valeur tech, de temps en temps, ça sera une valeur manuf, de temps en temps, ça sera une valeur bancaire. Ça dépendra du cycle, des taux d'intérêt, du dollar et du monde. Alors on parle beaucoup de Trump, évidemment, beaucoup. Je pense que beaucoup de choses peuvent être changées par les politiques, c'est vrai. Mais finalement, les politiques ne font que accélérer ou décélérer les mouvements qui sont déjà en place. Et pour moi, Trump ne dérogera pas à la règle. Il va accélérer ou décélérer des thèmes et des mouvements de cycle qui sont déjà en place. La problématique que je vois, c'est que plus un thème devient populaire, plus justement on lie malheureusement les valeurs de qualité à des valeurs technologiques, plus ça devient une évidence, plus ça devient une prophétie autoréalisatrice. Vous rajoutez à cela des ETF, vous rajoutez à cela des ETF plus actifs qui vont vous permettre d'investir sur du momentum, sur des actions de qualité et qui vont nécessairement intégrer ces valeurs essentiellement tech. Plus en fait vous renforcez un biais et vous faites en sorte que tout le monde va se mettre à avoir les mêmes valeurs en portefeuille et va se mettre à lier les valeurs qualité à de la tech et non pas à ce qui fait l'essence même d'une valeur qualité, c'est-à-dire c'est une capacité de tendre vers du monopole et de le conserver. Et de temps en temps c'est de la tech et de temps en temps c'est du manufacturier. On peut considérer justement que plus un cycle dure dans le temps, plus en fait on va renforcer ce biais-là. Et plus en fait vous allez vers la bulle. Alors c'est pas une bulle comme dans les années 2000 où on achète du .com, etc. On se dit que on achète des résultats, c'est bénéficiaire, c'est en croissance, l'IA, tu te rends pas compte, etc. Donc l'idée c'est que c'est une bulle en silence. C'est-à-dire que les valorisations sont élevées, mais les valorisations sont élevées parce que finalement vous avez augmenté le panel de liquidité, la masse monétaire pendant 15 ans, et vous avez réduit par les buybacks, par les rachats, le private equity qui a sorti beaucoup d'actions, par les fusions-acquisitions, vous avez réduit le nombre de titres disponibles. Donc on a une demande qui a été croissante par l'accroissement de la masse monétaire, l'accroissement également des richesses dans le monde, quoi qu'on en dise. Une demande donc supplémentaire sur une offre qui a été réduite. Et elle a été d'autant plus réduite, où ça? Aux États-Unis.
Donc aujourd'hui, tout ce qui est buyback, tout ça, ça réduit votre flottant. Donc vous avez de moins en moins de titres disponibles. Vous avez les ETF, etc. Bref, vous avez une prophétie autorisatrice qui fait qu'aujourd'hui, quand vous regardez les price earning ratio des actions, vous avez non pas un niveau de cherté ou pas de l'action, vous avez un niveau de popularité de cette action. Lorsqu'aujourd'hui, on va décider de payer du Palantir, je ne sais plus, 50 fois le PE, tout le monde va dire que c'est cher, sauf qu'elle va encore doubler et vous allez payer 100 fois, 250 fois les PE. Et pour autant, l'action continue de monter. Vous pouvez faire la même chose avec du Nvidia, vous pouvez faire la même chose avec beaucoup d'autres titres. Mais donc, tout ce que c'est que le PER vous donne, c'est un niveau de popularité à ce moment-là. Le niveau de popularité de cycle, c'est que tout le monde est en train de courir avec le papier, et le papier est rare. Et ces actions-là, derrière, on décrira peut-être comment elles font leur rachat d'actions, comment elles utilisent leur trésorerie, à bon escient, à mauvais escient. Mais en faisant du rachat d'actions, ça permet aussi à cette action de continuer de monter parce qu'on réduit le papier disponible. Au-delà de cela, on va également, du coup, pour surperformer, on va vous expliquer, le tracker Quality va surperformer votre tracker S&P 500. Donc investissez plutôt dans ce ETF Quality. Investissez plutôt dans un ETF Momentum. Investissez plutôt dans un ETF qui a un facteur technologique, puisque de manière inhérente, la qualité égale technologie. Donc, tout un tas de choses vous font renforcer ce vecteur. Et plus d'années le cycle dure, et plus on rentre dans des biais que ça ne changera jamais et que ça va encore durer. Et plus, donc, on arrive dans cette bulle que j'appelle une bulle silencieuse, parce que ce n'est pas le même type de bulle où votre coiffeur ou votre taxi va vous parler justement de la dernière action qu'il a achetée en .com. Et maintenant, on pourrait dire, il y a quelques actions certainement comme ça en .ai, mais in fine, pour moi, voilà, on a des sociétés, on va toujours me rétorquer, il n'y a pas de bulle, c'est des valeurs qualité, c'est des valeurs qui gagnent de l'argent. C'est vrai, mais les niveaux de valorisation atteints nécessiteront à un moment donné ou à un autre un retour à la moyenne, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans la valorisation de ces sociétés-là, c'est surtout une grosse demande vis-à-vis d'une réduction de l'offre, mais absolument pas une cohérence en termes de résultats et de valorisation. Alors évidemment, ça peut durer encore longtemps, je n'en sais pas plus que vous. Ce phénomène-là dure autant qu'il y a de nouveaux entrants et de l'argent disponible, et autant qu'on a réduit l'offre. À partir du moment, si vous voulez, où on rentre vraiment dans des facteurs de bulle, ça va intéresser tout un tas de sociétés de private equity d'essayer de coter sur la bourse leur société, justement. C'est ça, pour moi, qui sera le vrai symbole, c'est quand on va commencer à accroître l'offre sur la bourse en essayant de coter un maximum de choses ou de lever de l'argent en profitant des hausses des cours, ça sera là où petit à petit, si vous voulez, on aura peut-être une moindre demande ou une demande qui commencera à se résorber de par le ralentissement économique, de par cet effet richesse des marchés boursiers qui peut se réduire parce qu'aujourd'hui c'est l'immobilier et la hausse des marchés boursiers qui fait qu'on a ce sentiment d'un effet de richesse qui nous permet de encore consommer fort. Mais à partir du moment où la roue tourne, et là aussi on se dira un certain nombre de choses. Regardez aussi, vous avez toute la smart money, qui n'est pas souvent très smart non plus, qui fait des erreurs, mais essentiellement aujourd'hui qui prend des profits. Alors on vous dira toujours que c'était des trucs qui étaient planifiés dans le temps. Mais bon, ça tombe quand même très bien, ça tombe sur les niveaux de valorisation les plus élevés, et donc on sort de l'argent. Les fonds aussi sortent de l'argent. Alors ils ne vendent pas tout, évidemment, on vend au fur et à mesure. Et l'idée, c'est plus quoi? C'est plus de rediversifier. C'est pour repondérer justement les portefeuilles. Donc il y a quand même une vue intelligente, une vue sur tout ça. C'est de dire, voilà, attention quand même à ce type de choses-là. Quand vous regardez des entreprises aussi comme Costco, c'est une très belle entreprise. Oui, c'est de la qualité. Oui, il y a de la visibilité avec les abonnements, tout ce que vous voulez. Mais c'est tout de même du cycle et ça se paye tout de même très cher aujourd'hui. Ce qui n'empêchera pas éventuellement que ça se paiera encore plus cher demain. Mais ce sont des choses, si vous voulez, où l'investisseur doit pouvoir prendre du recul et nuancer les choses et se demander s'il est vraiment sur des vraies actions qualité ou s'il n'est pas en train de surpayer ses actions qualité parce qu'il fait partie de tous ces autres moutons. Alors, il faut, si vous voulez, il faut suivre le mouvement. Tant que la musique joue, il faut continuer de suivre le mouvement. C'est là, justement, dans ces moments, entre guillemets, de bulle, où on a
un déficit, si vous voulez, d'offres par rapport à la demande, où c'est justement là où on gagne le plus et le plus rapidement en bourse, et où il faut le plus en profiter. Donc ça ne sert à rien de dire c'est une bulle, il faut vendre. Non, on loupe les meilleurs mouvements. Mais c'est important de l'avoir dans un coin de sa tête. Finalement, quelque part, que ce soit avec les ETF et avec ce facteur d'investissement d'actions de qualité, ces actions de qualité seront victimes de leur propre succès. C'est ça, et c'est à terme ça où on ira. Quand? Je ne sais pas. Mais c'est cette nuance-là qu'il faut avoir. Beaucoup de personnes, donc du coup, se focalisent sur les fondamentaux, sur le technique, mais personnellement, je pense que les prochaines années, il faudra surtout se focaliser sur les éléments techniques du marché, les éléments de mouvement des flux. C'est ça qui fait marcher les marchés, et il ne faut pas l'oublier, les mouvements de revalorisation. C'est là où vous avez le plus à perdre ou à gagner dans le laps de temps le plus réduit. Et c'est le but de cette vidéo-là, de vous dire qu'aujourd'hui, évidemment, tout le monde veut investir aux États-Unis, tout le monde veut acheter les mêmes actions de qualité, tout le monde décrit l'Europe, personne ne veut plus aller en Chine, tout le monde fait attention aux émergents, tout le monde pense le roi de l'art. Mais les choses changent, c'est très rapide si vous voulez. N'oublions pas que politique ou pas, les marchés ont cette puissance de pouvoir attaquer les dettes et de pouvoir changer les programmes politiques, de pousser les politiques à changer également ce qu'ils ont fait. Ne jamais oublier ce troisième homme qui sont les marchés financiers. Et au-delà de cela, de bien comprendre, si vous voulez, que les rotations peuvent arriver bien plus rapidement que ce que vous pensez. Et que demain, les valeurs de qualité seront toujours des valeurs de qualité, mais à l'intérieur, ce ne sera plus les mêmes. Et tous vos ETF et les trucs que vous avez mettront du temps à le refléter. C'est peut-être pas un drame pour ceux qui font du DCA et qui ont un horizon de temps très long. Ils auront le temps, ces ETF auront le temps d'être modifiés dans le temps, et donc ils lisseront dans le temps la chose. Mais c'est important plus pour ceux aujourd'hui qui ne se rendent pas compte qui, de par leur portefeuille, sont surinvestis sur un pays, une classe d'actifs, un type de secteur d'activité, voire même un type d'action. Et ça, pour moi, cette surconcentration-là, c'est ce qui permet à tout le monde de très bien performer pendant plusieurs années. Ça dure. Ça ne durera pas éternellement, il faut juste l'avoir dans un coin de sa tête. Et il faudra à un moment donné ou à un autre savoir s'adapter à la nouvelle réalité. La problématique, c'est qu'on aura été tellement dans une prophétie autoréalisatrice pendant tant d'années que beaucoup de personnes n'auront pas une autre réalité. Ils penseront que cette réalité-là reste la réalité. Et c'est ça pour moi qui sera le plus grand danger. C'est cette incapacité de beaucoup d'investisseurs de ne pas avoir la possibilité de prendre du recul et de changer leur réalité en temps et en heure. Et de comprendre que la qualité, ça peut aussi être autre chose. Et n'oubliez pas une chose aussi, c'est que les baby boomers sont la population la plus riche de l'histoire. Il va y avoir tout un tas d'héritages et de successions qui vont se faire. Évidemment, les États vont ponctionner une bonne partie, mais tout de même, ça pose la question aussi de tout ce flux entrant d'argent. Parce que la majorité de ce flux aujourd'hui, il est en immobilier. Ça peut être intéressant à l'avenir, où on voit que les gouvernements ont besoin de réduire leurs dépenses, mais ne le font pas vraiment, et donc augmentent plutôt les taxes. Ils vont taper essentiellement sur la classe d'actifs qui est la plus populaire, qui reste pour moi l'immobilier. On va essayer de pousser les retraites par capitalisation au max. Et donc, on peut avoir des flux de l'immobilier qui retournent vers la bourse. On a des populations plus jeunes aussi qui, avec les ETF, avec les actions directes, avec cette prophétie autoréalisatrice aujourd'hui des actions de qualité, continuera d'être intéressée par l'investissement en bourse, avec cette capacité, je l'espère, de savoir s'adapter quand la roue tournera au niveau du cycle. Mais toujours est-il, voilà, n'oublions pas que ce cycle peut aussi perdurer, parce qu'il y a cet argent neuf qui peut rentrer sur les marchés. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'argent également sur le marché obligataire, notamment les obligations de court terme. Si les taux continuent de monter, ça pose une grosse concurrence aux actions, mais si les taux se remettent à baisser, je parle des taux longs, ça peut bouger les lignes sur tout cet argent qui est sur du court terme, qui se placera soit sur du long terme pour essayer de choper du taux à 4-5% pour voir venir dans les années à venir, soit qui reviendra chercher de la bourse, mais qui reviendra chercher de la bourse éventuellement des valeurs qui sont capables d'offrir un socle fondamental
qui sont capables d'offrir justement des valorisations peu élevées par rapport au cycle actuel, et qui sont capables d'offrir une rentabilité aujourd'hui de par des dividendes qui sont à 5-6% et qui sont donc au-delà de ce qu'on peut toucher aussi sur de l'obligataire. Donc il y a peut-être un effet ciseau qui se joue là. Sur les héritages, dans les 10 prochaines années, il y a des trillions qui vont se déverser et qui vont changer de main. Est-ce qu'on conservera l'immobilier? Est-ce qu'on vendra l'immobilier pour en acheter d'autres immobiliers? Est-ce qu'on mettra plus sur la bourse? C'est aussi de l'argent qui va venir dans les mains de personnes qui n'en ont pas forcément besoin, qui sont déjà très bien établies dans leur vie aujourd'hui. Donc ça sautera peut-être une génération et ça ira peut-être directement chez les trentenaires, chez les millennials. C'est là aussi ça peut être intéressant parce qu'il y a déjà une mentalité qui est différente, c'est-à-dire d'approcher plus la bourse que l'immobilier, au-delà de la résidence principale. Donc là aussi, il y a des environnements et des logiques sociétales qui seront très intéressantes à regarder et qu'il ne faut absolument pas sous-estimer dans la capacité de savoir où va le pognon. Et c'est ça qui doit être la clé. C'est les entreprises de qualité, très bien, mais où va le pognon? Parce que la qualité reste la qualité, mais les actions qui représentent cette qualité changent et continueront de changer. In fine, il faut faire ce qui marche sur les marchés et comprendre que ce qui marche aujourd'hui peut très bien marcher pendant très longtemps, mais ne marchera pas tout le temps. C'est ça que vous devez comprendre, c'est que tout fonctionne à un moment donné, mais rien ne fonctionne tout le temps. Et ça, vous devez le garder en tête pour toujours avoir cette capacité de vous adapter au marché et à ce qu'il décidera de penser dans un avenir plus ou moins proche. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous laisse réfléchir à tout ça quand on pense surpondération sur les US. Je vous laisse réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui quand vous avez 70% de la capitalisation boursière sur les US et qu'il suffit éventuellement qu'on revienne à la moyenne, c'est-à-dire à 55-60, pour que ces 10-15% soient allés chercher les émergents. Et j'inclus l'Europe, comme d'habitude, dans les émergents. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a atrophié un marché pendant plus de 15 années, vous n'avez pas besoin de beaucoup de flux pour y revenir, pour avoir là aussi un énorme déficit entre l'offre et la demande. Et c'est ça qui fait, in fine, au-delà des valorisations, au-delà des résultats d'entreprise, c'est ça aussi qui fait monter la bourse, c'est ça qui crée des revalorisations très rapidement, et c'est là-dessus qu'on a les meilleures rentabilités en termes de versus temps investi. Ne l'oubliez jamais. Je vous laisse regarder cette autre vidéo-là pour aller un petit peu plus loin, qui s'affiche à l'écran, et je vous retrouve dans les commentaires.